Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 15, je vous parle de volume d'entraînement et plus particulièrement du junk volume et aussi de surentraînement. Je vais faire un petit sommaire du podcast comme d'habitude, mais juste avant, je tenais à vous remercier déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à vous abonner à mon compte Instagram, à me demander les routines en message privé. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous m'envoyez des mots-clés en message privé sur Instagram et je vous envoie des routines. Vous pouvez m'envoyer mobilité, étirement, plan, test physique, etc. Je vous invite à regarder tous les autres podcasts, à scroller un peu sur les réels. Et je vous passe toutes ces ressources gratuitement, bien sûr. Aussi, si vous êtes intéressé par un suivi en coaching avec moi, personnellement, c'est un peu la dernière occasion de le faire. Vous m'envoyez go sur Instagram et je vous envoie toutes les informations. Pourquoi je dis que c'est un peu la dernière occasion de le faire? Parce que là, en ce moment, je suis en train de m'associer avec des collaborateurs. Je vous en reparle très bientôt. Mais du coup, on va commencer à déléguer, à se dispatcher un peu les clients, etc. Et puis, dans le futur, dans un futur très proche, je pense, d'ici même 6 mois, un an, à former nous-mêmes des coachs en fait, tout simplement, qui travailleront nous trois, on sera 3 collaborateurs. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un peu la dernière occasion, j'ai envie de dire, de travailler avec moi personnellement en one-one, donc en suivi 100% personnalisé. Donc si vous avez besoin des informations, vous m'envoyez go sur Instagram et je vous envoie tout ça. Et du coup, je commence directement avec le sommaire du podcast. Dans un premier temps, je vais vous présenter le sujet, c'est-à-dire le volume d'entraînement, qu'est-ce que c'est concrètement, c'est quoi le volume d'entraînement, aussi du coup, qu'est-ce que c'est le junk volume et le surentraînement. Le but de l'épisode, vraiment l'objectif, c'est que vous compreniez ce que c'est vraiment le volume, le surentraînement, etc. et comment du coup optimiser ces séances pour éviter tout ça. Ensuite, on va voir pourquoi le junk volume c'est contre-productif. Ensuite, on verra comment quantifier son volume d'entraînement, l'importance de l'individualisation, les signes que ton volume est bien dosé, les stratégies d'optimisation de tout ça, la durée idéale des séances également, ensuite quand est-ce qu'il faut arrêter sa séance, ensuite je parlerai beaucoup plus en détail du surentraînement qui se différencie de la fatigue normale, qui est tout à fait normale pour le coup comme son nom l'indique, et enfin du coup je vous dirai comment éviter tout ça, puis je terminerai par répondre à vos questions. Donc je commence tout de suite dans le vif du sujet, et je commence tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le volume d'entraînement? C'est super simple. Le volume d'entraînement, c'est juste le temps que vous passez à l'entraînement, tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez fait une séance qui dure 2 heures, votre volume d'entraînement, c'est 2 heures. Ensuite, il ne faut pas confondre ça avec du coup la charge d'entraînement. La charge d'entraînement, c'est le volume multiplié par l'intensité de l'entraînement. Je prends un exemple, si vous vous entraînez 2 heures à une intensité de 5 sur 10, c'est moins intense forcément que si vous vous entraînez 2 heures à une intensité de 8 sur 10. C'est super facile à comprendre. Donc le volume, c'est vraiment juste le temps que vous passez à l'entraînement. Du coup, ça me permet de faire un peu la transition pour vous expliquer ce que c'est le junk volume. Donc le junk volume, c'est vraiment la quantité, le volume d'entraînement qui est vraiment inutile. Pourquoi inutile? Donc c'est parce qu'il ne contribue pas à ta progression, tout simplement. Je vous donne quelques exemples. Trop de séries après un point de fatigue, des séances trop longues où l'intensité est en baisse, et ou alors du travail redondant sur les mêmes points qui ne sont pas tes points faibles. Comment identifier le junk volume? C'est super simple. En fait, c'est du volume qui ne sert à rien pour votre progression. Je me répète un peu, mais imaginons que vous aviez prévu, si jamais vous avez un objectif de séance, de faire par exemple 1 heure de bloc max, où vraiment vous allez forcer à fond pendant 1 heure, et dès que vous sentez un petit peu la fatigue arriver, vous arrêtez la séance parce que vous savez que c'est plus productif, parce que vous vouliez juste travailler votre force max. Du coup, le junk volume, ce serait de continuer cette séance au-delà des 1 heure qui était initialement prévue, et pour faire du volume, du coup, qui serait pas trop utile dans le cadre de travailler sa force max vraiment sur de l'intensité très proche de 100%, où vous mettez vraiment le maximum de stimulation. Donc typiquement ça pourrait ressembler à quoi? Vous faites une séance de bloc max, vous vous dites ok je vais travailler 3 blocs en 7C sur la kilter par exemple, 20 minutes par bloc, et en fait arrivé au bout des 1 heure, vous êtes un peu frustré parce que peut-être je sais pas, vos blocs sont pas sortis, vous n'avez pas l'impression d'être super fatigué ou quoi, et vous dites bon allez je continue, et en fait vous vous retrouvez à faire des 7B, 7B+, parce que l'intensité baisse, parce que vous commencez à être fatigué mais vous rendez pas compte et vous continuez. Là du coup on est typiquement dans le junk volume, et en soi c'est pas un problème si c'est ponctuel, mais ça devient un problème en fait si c'est trop récurrent sur la semaine, dans le sens où en fait si vous aviez prévu de faire une séance de force qui dure 1 heure, souvent c'est qu'il y a une certaine logique qui est de maximiser les gains et de
minimiser la fatigue. Mais du coup, si votre fatigue augmente parce que vous rajoutez du volume en plus qui n'est pas nécessaire, vous allez moins bien récupérer et votre séance d'après dans la semaine, vous allez être beaucoup plus fatigué et donc du coup, vous allez faire moins de qualité, etc. Pourquoi c'est contre-productif? Parce que du coup, vous accumulez de la fatigue inutile et vous avez un risque accru de blessure, tout simplement. Parce que, je le rappelle, mais le facteur numéro 1 de blessure, c'est pas forcément l'intensité de l'entraînement, c'est vraiment le volume. C'est-à-dire que s'entraîner à une intensité de 9 sur 10 pendant 30 minutes, vous avez moins de chances de vous blesser que vous entraîner à une intensité de 9 sur 10 pendant 2 heures. Ça paraît évident, mais je le reprécise. Souvent, c'est vraiment cette accumulation de volume qui est un risque de blessure accru. Et du coup, ça a un impact négatif sur la récupération et sur la progression. Et c'est une pure perte de temps et d'énergie. Et ça peut être très frustrant, en fait, de voir que vous passez énormément de temps à la salle à vous entraîner, mais que vous progressez pas autant que certaines personnes qui s'entraînent avec un plan précis, qui justement ne font pas ce junk volume et qui profitent de ce temps pour faire des choses qui sont plus productives. Comme par exemple, je reprends l'exemple de la séance de bloc max là, de 1 heure. Imaginons que votre objectif de séance c'était de forcer à fond pendant 1 heure sur 3 blocs en 7C pendant 20 minutes par bloc. Et ensuite, suite à cette séance, je sais pas, vous avez un point faible sur la souplesse, sur l'ouverture de hanche. Et vous travaillez cette souplesse, je sais pas, par exemple pendant 10 minutes en faisant des étirements sur l'ouverture de hanche. Vous vous êtes entraîné pendant 1h10, vous avez travaillé votre force max à fond, vous avez travaillé un point faible qui était votre ouverture de hanche, vous rentrez chez vous, vous récupérez super bien, vous êtes hyper satisfait parce que vous avez rempli votre objectif de séance, et c'était le truc le plus productif possible à faire. Donc vraiment, là c'est vraiment win-win. Et si on reprend l'exemple où vous restez à la salle pendant 3 heures au lieu de 1 heure sur cette séance de force max, les 2 heures que vous avez fait en plus vont pas vous faire plus progresser que ça. Vous n'avez pas travaillé votre souplesse en fin de séance parce que vous étiez fatigué, vous avez qu'une seule envie, c'était de rentrer et de manger un truc et prendre une douche. Et donc voilà, là on est typiquement dans le schéma de pourquoi c'est contre-productif. C'est parce qu'en fait vous passez moins de temps aussi à côté à travailler des choses qui auraient pu être plus utiles parce que ce sont vos points faibles. Donc comment éviter le junk volume? C'est vraiment de priorité la qualité sur la quantité et d'écouter les signaux de fatigue et d'adapter la séance en fonction. Souvent c'est quoi les signaux de fatigue? Alors ça peut être de la fatigue chronique dans le sens où si vous êtes trop fatigué sur la semaine, c'est peut-être que vous faites trop de volume tout simplement sur la semaine. Donc imaginons vous grimpez 10 heures par semaine, et peut-être qu'avec votre emploi du temps, vos contraintes, etc., votre style de vie qui est assez occupé, je sais pas si vous avez un travail, une vie de famille, etc. Peut-être que c'est 10 heures de grimpe, c'est trop, et essayez dans un premier temps de réduire un peu, par exemple de passer à 6 ou 7 heures. Et ensuite, vous voyez comment vous réagissez à ces 6 ou 7 heures de grimpe avec un objectif de séance à chaque séance, bien évidemment. Ça, c'est la première étape, en fait, pour éviter le junk volume, c'est vraiment de réduire son volume d'entraînement. Et je parlais aussi des signaux de fatigue. Ça pourrait être aussi la fatigue pendant la séance. C'est vraiment, par exemple, sentir qu'on n'arrive plus à fermer le bras, qu'on n'arrive plus à être explosif sur les prises, qu'on a les doigts qui s'ouvrent, qu'on a mal à la peau, qu'on a la peau qui brûle, par exemple, on est déshydraté, qu'on est un peu en hypoglycémie. Enfin voilà, tout ce genre de petits trucs. Vraiment, ces petits signaux qui vous disent que peut-être qu'il est temps d'arrêter la séance et d'aller commencer le processus de récupération, on va dire. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que si je schématise vraiment, le junk volume, c'est quoi? C'est rester à la salle pendant 4 ou 5 heures en faisant des choses en fait qui sont pas productives en fonction de vos points faibles, de vos objectifs, etc. Typiquement, voilà, séance de grimpe sociale où du coup vous restez grimper avec les copains pendant 4-5 heures, mais vous n'avez pas vraiment d'objectif, vous forcez beaucoup trop par rapport à ce que vous êtes capable de faire, et vous faites ça 4 fois par semaine, et vous vous blessez, et vous comprenez pas pourquoi vous progressez pas, et du coup c'est un peu une sorte de cercle vicieux, parce que on va vous dire, oui, mais pour progresser, il faut juste grimper plus, mais vous grimpez déjà 4 séances de 5 heures par semaine et vous comprenez pas. Et en fait, c'est pas qu'il faut grimper plus, c'est vraiment qu'il faut grimper mieux. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est prioriser la qualité sur la quantité. Et du coup, dans l'exemple où vous grimpiez 10 heures par semaine et que vous passez à 6 heures par semaine, diviser ces séances, c'est aussi un très bon conseil. Faire 3 séances de 2 heures, c'est plus productif que de faire 2 séances de 3 heures pour la progression. Pourquoi? Parce que vous pratiquez à un niveau de fraîcheur qui est plus élevé, c'est-à-dire que votre niveau d'énergie dans votre séance est plus élevé si vous faites des séances courtes et intenses plutôt que des séances longues et intenses. Ça paraît logique, mais c'est toujours intéressant de le redire. Et vraiment, si vous stagnez actuellement,
analysez votre temps de grimpe et vous vous dites ok, je grimpe combien de temps dans la semaine et combien de ce temps est structuré. Ok, est-ce que j'ai au moins 50% de mon temps de grimpe qui est structuré. Je vous dis pas de grimper tout le temps avec un objectif de séance hyper précis, de grimper avec un chronomètre pour respecter des temps de repos à la lettre, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment en train de dire qu'il faut avoir un thème global de séance sur au moins plus de la moitié de ces séances. C'est-à-dire que si vous grimpez 3 fois par semaine, bah vous vous faites une séance de grimpe libre où vous vous faites vraiment plaisir, grimpe sociale avec les copains, falaise où vous mettez pas de contraintes, c'est-à-dire si vous vous sentez en forme, vous faites de la voie max, si vous vous sentez pas trop en forme, vous faites plutôt du volume. Ça peut être une séance en salle où vous faites un peu n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait plaisir, comme par exemple, je sais pas, faire un circuit où vous essayez d'enchaîner tous les blocs d'une certaine couleur, où en fait c'est pas forcément le plus productif à faire en fonction de votre profil et de vos objectifs, mais ça vous fait plaisir, ça reste de la grimpe, donc c'est hyper productif d'en faire de temps en temps. Et donc là, dans l'exemple où vous vous entraînez 3 fois par semaine, enfin où vous grimpez 3 fois par semaine, bah faire une séance de grimpe libre, c'est hyper pertinent pour garder du plaisir dans sa pratique et rester focus sur son programme sur le long terme. Et les 2 autres séances, qu'est-ce que vous allez faire ? Bah du coup, vous allez avoir un objectif beaucoup plus précis, comme par exemple faire une séance de volume. Si vous voulez avoir plus de détails sur la séance de volume, vous m'envoyez plan sur Instagram en message privé. Je vous envoie un plan de séance qui ressemble à une séance de volume classique que je pourrais proposer dans les suivis avec les personnes que je coach personnellement. Ou alors une séance de bloc max par exemple. Pareil, séance de bloc max, vous m'envoyez bloc max sur Instagram. Je vous envoie un exemple de séance de bloc max. Et bien sûr, si vous voulez plus de précision, c'est toujours pareil. Ça se passe en suivi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réserver votre appel gratuit. Le lien est dans ma bio Instagram. Et on parle de tout ça pendant l'appel pour voir comment je peux vous aider concrètement à progresser. Donc en fait, typiquement, une semaine type, 3 séances de grimpe, une séance de volume, une séance de bloc max, une séance de grimpe libre. Et si vous êtes falaisiste, par exemple, ça peut être une séance de voie max, une séance de voie volume, une séance en falaise le week-end, par exemple. Et vraiment, après, comment organiser ces séances pour que ce soit productif ? Il faut respecter ce truc-là de dès que vous sentez que vous êtes fatigué, c'est que vous n'êtes pas capable de faire plus. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que si vous faites plus, ça va pas être productif. Donc c'est-à-dire que par exemple, si la séance de bloc max, vous êtes fatigué au bout d'1h30, il faut pas pousser plus sa séance. Et je vais y revenir juste après sur la durée des séances, la stratégie d'optimisation, etc. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est si vous stagnez, analysez votre temps d'entraînement et dites-vous que en fait vous pouvez mieux faire en moins de temps. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin de grimper plus pour progresser, vous avez besoin de grimper mieux. Après, je suis pas en train de dire qu'on peut progresser en grimpant que 2 heures par semaine, je pense pas, enfin ça dépend de votre niveau. Mais déjà, si vous grimpez 2 ou 3 fois par semaine, entre 1 et 2 heures par séance, il y a moyen de faire des très très grosses progressions, d'avoir des progrès qui sont vraiment énormes si vous structurez bien vos séances. Et de toute façon, moi je le vois avec toutes les personnes que je coach, c'est vraiment un peu ce schéma type de personnes qui s'entraînent entre 3 et 4 fois par semaine. Les séances durent rarement plus de 2 heures. Et je vais détailler tout ça juste après. Le point suivant du podcast, c'est vraiment comment quantifier son volume d'entraînement. Donc c'est super simple, le volume d'entraînement, c'est en fait un composant de la charge d'entraînement. En fait, votre charge d'entraînement, c'est le volume fois l'intensité. C'est quoi les unités de ces choses-là ? Le volume d'entraînement, c'est en minutes de pratique. Et l'intensité, c'est une intensité subjective. Alors moi, personnellement, j'utilise l'échelle RPE. Donc RPE, c'est une intensité sur 10 subjective. C'est-à-dire, vous faites une séance et à la fin de la séance, vous dites, bon ok, je suis fatigué à combien sur 10 ? Est-ce que je suis fatigué à 7 sur 10, 8 sur 10 ? C'est pareil, si vous n'arrivez pas trop à visualiser c'est quoi 7 sur 10, 8 sur 10, etc. Ça vient avec l'expérience et c'est là aussi où faire appel à un coach, ça peut être hyper intéressant pour que vous aidiez pour que ce coach du coup vous aide à structurer vos séances et vous dire ok là en fait tu m'as dit que tu étais à intensité 9 sur 10 mais tu es capable de faire beaucoup plus et tu étais plus proche de 7 sur 10 par exemple. Et donc en fait du coup si vous faites ce calcul, je vais prendre un exemple, vous vous entraînez pendant 2 heures, donc ça fait 120 minutes, à une intensité 10 sur 10, donc ça fait x10, donc ça fait 120 x 10 égale 1200. Donc là votre charge d'entraînement c'est 1200, ça n'a pas d'unité, c'est vraiment une unité arbitraire. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est quoi votre charge d'entraînement sur la semaine. Donc on reprend l'exemple de la personne qui grimpe 3 fois par semaine pendant 2 heures. Là, du coup, votre charge d'entraînement, c'est 1200 x 3, ça fait 3600. Et après, à tout ça, il faut rajouter ce que vous faites à côté. Par exemple, est-ce que vous faites du cardio ? Est-ce que vous allez courir 3 fois 30 minutes par semaine ? Ça aussi, il faut le rajouter dans sa charge d'entraînement. Donc, même calcul. 30 minutes fois, je sais pas, par exemple, intensité 5 sur 10, etc. Est-ce que vous faites des séances de renforcement musculaire, que ce soit spécifique à l'escalade ou pas ?
C'est pareil, séance de muscu, que ce soit renfo, typique escalade ou juste séance à fitness park, on va dire, ça s'ajoute dans la charge d'entraînement. Et pour vous donner un repère, moi, là où j'observe les meilleures progressions, que ce soit avec les personnes que je coach personnellement ou même moi personnellement à certaines époques, etc., c'est des charges d'entraînement qui sont comprises entre 3000 et 6000. En général, si vous dépassez 6000 de charge sur la semaine, c'est que vous en faites trop, ou alors que vous êtes plutôt vers le versant, on va dire, athlète de haut niveau. Et je vais y revenir dans la partie réponse aux questions sur qu'est-ce qui caractérise un athlète de haut niveau. Et c'est surtout en fait la capacité à récupérer. Les athlètes, les athlètes au sens athlète de haut niveau sont capables d'encaisser des charges d'entraînement qui sont beaucoup plus élevées que des simples mortels parce qu'ils ont commencé le sport plus jeune, ils ont des capacités que les mortels sédentaires, on va dire, on n'a pas. Et il faut surtout pas se comparer à ces personnes-là, mais je vais y revenir plus tard dans la partie réponse aux questions. Et donc vraiment, le point suivant, c'est l'importance de l'individualisation. Ce seuil-là que je viens de vous dire entre 4000 et 6000, il est vraiment très individuel et ça dépend vraiment de votre emploi du temps, de vos contraintes, de votre niveau de stress, de votre qualité de sommeil, de votre alimentation, de votre génétique. Voilà, vraiment, il y a tous ces facteurs-là qui sont à prendre en compte dans l'individualisation. Et c'est pour ça, du coup, que moi, je propose des suivis qui sont vraiment 100% personnalisés parce que si vous vous dites, ok, là, je viens d'écouter le podcast, le maximum, c'est 6000, je vais m'entraîner à 6000 de charge, si vous n'êtes pas fait pour supporter cette charge et que votre seuil personnel, c'est plutôt 3000, vous allez, dans 100% des cas, vous blesser. Donc vraiment, comment savoir si vous êtes en surentraînement ou pas, etc. Vous pouvez aussi utiliser la charge d'entraînement comme indicateur de surentraînement ou pas, mais je vais y revenir plus tard aussi. Pour revenir du coup sur l'individualisation, il faut vraiment en fait que vous fassiez le calcul, tout simplement. Vous vous posez là 5 minutes, vous prenez une feuille et vous dites ok, je grimpe combien de fois par semaine, à quelle intensité. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, une intensité 10 sur 10, ce serait vraiment une compétition, un projet max où vraiment vous donnez votre vie pour sortir votre projet. Voilà, c'est ce genre de séance ou alors des séances de renfo où vraiment vous sortez de la séance, vous êtes cassé de partout, ça pourrait être une séance de crossfit, une séance de circuit training ou quoi. 9 sur 10, c'est une séance où vous avez bien forcé, mais vous aviez encore un petit peu de marge. 8 sur 10, c'est une séance où vous avez forcé, mais vous sentez que vous n'avez pas non plus forcé à 100% et que ça restait une séance très productive. Et 7 sur 10, c'est vraiment une séance où vous avez vraiment pas beaucoup forcé. Typiquement une séance de volume où vous essayez juste de faire du volume, de la répétition et pas trop d'intensité. Souvent c'est d'intensité 7 sur 10 à peu près. Et ensuite, quand vous êtes sur des intensités comme 5 sur 10, 6 sur 10, là c'est quasiment des intensités d'échauffement où à moins de faire de l'aérobie, on va dire, vraiment de l'entraînement d'endurance fondamentale, c'est rare d'avoir ces intensités d'entraînement là. Donc en fait vous avez juste à faire le calcul tout simplement, voilà, vous grimpez combien de fois par semaine, vous faites une estimation de votre intensité. Si vous voulez pas vous tromper, vous estimez votre intensité moyenne à 8 sur 10, c'est une super moyenne en général parce que si vous faites des séances un peu plus light et des séances un peu plus intenses, ça a tendance à se lisser autour des 8 sur 10 et vous dites ok, ma charge elle est de 4000 par exemple. Et en fait vous vous dites ok, qu'est-ce qui se passe si je réduis cette charge à 3000 mais que je grimpe mieux pendant ces 3000, c'est-à-dire que je vais faire de ce qu'on appelle de la pratique intentionnelle. Je vais y revenir plus tard aussi sur la pratique intentionnelle, c'est un concept qui est hyper intéressant. Et donc du coup, les signes que ton volume d'entraînement est bien dosé, c'est vraiment que tu es en progression constante. Alors quand je dis progression constante, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que souvent la progression, ça fait des sortes d'escaliers. C'est vraiment une progression d'un coup parce que vous avez fait un cycle d'entraînement, ensuite une certaine période de stagnation où en fait votre niveau a augmenté, donc c'est pas vraiment de la stagnation, mais votre niveau n'augmente plus pendant quelques semaines. Après vous remettez un cycle, ça réaugmente, etc. Donc faut avoir vraiment cette image de l'escalier quand je dis que c'est une progression qui est constante. Ensuite du coup, tu as une bonne récupération entre tes séances. Vraiment, si tu n'es pas fracassé après chaque séance et que tu arrives à enchaîner les séances pas non plus sans difficulté parce qu'il faut qu'il y ait un petit challenge, mais que t'as pas des courbatures de partout, que t'es pas dans un état de fatigue extrême, etc. C'est que du coup ton volume d'entraînement est bien dosé par rapport à ton style de vie, tes contraintes, etc. Et ensuite du coup ça revient un peu au point suivant, c'est pas d'accumulation de fatigue chronique. Alors c'est possible d'avoir des petits pics de fatigue à certains moments, mais souvent les semaines de décharge ou moi je les appelle aussi semaines de deload, c'est juste la traduction, elles sont là du coup pour éviter cette accumulation de fatigue. Et du coup c'est quoi les stratégies d'optimisation pour tout ça? C'est un suivi des performances et du ressenti. C'est-à-dire que du coup, si vous suivez votre charge d'entraînement avec des calculs, tout simplement, vous avez un petit carnet, vous dites ok, là je suis en semaine 1, ma charge c'est 4000, semaine 2, ma charge c'était 4500, semaine 3, ma charge c'était 3500, etc. En fait, vous pouvez faire une sorte de petit graphe et vous vous dites ok, en fait, ma charge d'entraînement est plutôt stable, ma fatigue est plutôt stable aussi. Si je fais une petite semaine de décharge, hop, ma fatigue elle diminue et après je peux repartir, etc. Et ensuite, quand je dis que c'est du ressenti,
ressenti, c'est vraiment que des fois il faut juste écouter son corps, et quand vous sentez que vous n'avez pas envie de grimper ou que vous êtes trop fatigué, etc., il faut adapter son entraînement. Souvent moi ce que je dis, c'est que la séance de grimpe libre, c'est une séance où on est libre de pas grimper aussi. Donc typiquement là je reprends le cas de ma personne qui s'entraînait 3 fois par semaine. Elle fait sa séance de volume le lundi, ok, ça se passe bien. Elle fait sa séance de bloc max le mercredi, elle sent que voilà c'était dur, elle a accumulé un peu de fatigue, etc. Et sa séance de grimpe libre c'est censé être vendredi. Du coup elle est hyper fatiguée parce qu'elle a eu une semaine super stressante au travail, etc. Et en fait vous avez qu'une seule envie, c'est de rentrer chez vous et de pas aller grimper. Et en fait vous êtes libre clairement dans cette séance de grimpe libre, on va dire, de ne pas aller grimper. Et du coup si vous récupérez et qu'après vous revenez en forme le lundi suivant, en fait cette semaine là où vous n'avez pas grimpé pendant une séance sur 3, ça équivaut quasiment à une semaine de deload. Et en fait du coup vous repartez la semaine suivante beaucoup plus frais et beaucoup plus motivé aussi. Donc vraiment le repos c'est une stratégie qui est trop sous-estimée, et juste prendre un jour de repos ou 2 jours de repos, ça va pas vous tuer. On n'est pas des athlètes de haut niveau où il faut que les sensations elles soient là tout le temps, etc. Et vraiment souvent prendre un jour de repos c'est jamais négatif, tout simplement. Et ensuite une autre stratégie d'optimisation, c'est vraiment de planifier des cycles d'entraînement. Du coup c'est vraiment ce que je viens de dire. Moi personnellement avec les personnes que je coach aussi, je fonctionne avec des cycles de 3 semaines. 3 semaines d'entraînement, une semaine de décharge. Et en fait si vous cyclez votre entraînement comme ça, il y a très peu de chances que vous soyez du coup en surentraînement ou que vous accumuliez trop de fatigue. Et si en plus les cycles sont adaptés en fonction de votre profil et de vos objectifs, pour ça vous m'envoyez test sur Instagram, je vous envoie la batterie de test physique, après vous réservez votre appel, on fait le bilan pendant l'appel et on part éventuellement sur un suivi après. Vous avez la meilleure stratégie pour optimiser votre progression, tout simplement. Ensuite le point suivant, c'est vraiment la durée idéale d'une séance. Alors pour moi vraiment j'ai vu un shift dans ma pratique déjà personnelle entre le moment où je grimpais trop, je me blessais, je progressais pas trop, etc. à vraiment j'ai adopté ma méthode d'entraînement, enfin je l'ai développée via mes recherches, via mes formations, via aussi mes études, etc. Et je me suis rendu compte que quand je m'entraînais avec des séances qui durent en moyenne 2 heures, mais avec des séances plus fréquentes, donc par exemple grimper 5 fois par semaine pendant 2 heures au lieu de grimper 3 fois par semaine pendant 5 heures, je progressais beaucoup mieux, et que c'était le format idéal. Alors pourquoi 2 heures? C'est très individuel, mais en général 2 heures c'est vraiment la durée au-delà de laquelle, à moins que vous soyez vraiment un athlète ou quelqu'un qui s'entraîne vraiment avec un objectif de séance très précis, comme par exemple une séance d'endurance qui est vraiment très très longue, etc. En fait il y a 90% de chances pour que si votre séance dure plus de 2 heures, tout le temps que vous passez au-delà des 2 heures, ce soit du junk volume. Je m'explique. Séance de bloc max où vous devez vraiment forcer à 100%, c'est quasiment impossible que votre système nerveux il soit encore frais au bout de 2 heures. Et donc en fait, tout le volume que vous allez faire après, c'est pas de l'intensité proche du max. Donc en fait, si votre objectif de séance était la force max, vous passez à côté de l'objectif, donc vous rentrez dans le junk volume. Voilà, c'est hyper simple. Selon moi, vraiment, la durée max d'une séance d'escalade, là je parle bien juste de la partie escalade, c'est 2 heures. Après, rien ne vous empêche de faire par exemple 30 minutes de renfo, 30 minutes de pause et 2 heures de grimpe. Ça, c'est pas impossible non plus, surtout si pendant vos 30 minutes de repos, vous avez une stratégie de nutrition qui est optimisée, comme avec une petite collation, une petite boisson d'effort pour bien vous hydrater. J'inclus aussi la nutrition dans mes suivis, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Mais voilà, vraiment, il faut retenir ça. Vraiment, s'il y avait qu'un seul truc à retenir du podcast, vous allez beaucoup moins vous blesser, vous allez beaucoup plus progresser, vous allez être beaucoup moins frustré dans votre pratique si vous limitez vos séances à 2 heures. Et là, je vois déjà les commentaires arriver. Oui, mais quand je vais grimper en extérieur, ça dure forcément plus de 2 heures. Et là, du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave si vous avez des jours où, du coup, c'est un peu plus grimpe libre, où justement, vous calculez pas trop votre volume, votre intensité, etc. Et juste, vous faites plaisir dans votre pratique. Mais il faut pas que cette séance de grimpe en extérieur où vous êtes en falaise pendant 6 heures ou en forêt pendant 5 heures à faire des blocs trop durs, etc. ça devienne en fait 100% de votre pratique. Sinon, vous allez juste vous blesser, tout simplement. Mais dites-vous que si vous grimpez 4 fois par semaine, qu'en plus vous faites un petit peu de renforcement en fonction de vos points faibles, et que une séance par semaine, vous allez en forêt et que vous grimpez pendant 5 heures, mais que bien sûr, vous n'allez pas grimper 5 heures d'affilée, on se comprend. C'est toujours, 30 minutes par-ci, une petite pause par-là, 30 minutes par-ci, une petite pause par-là. C'est jamais du 5 heures en continu avec 2 minutes de repos entre les blocs. C'est carrément ok, et c'est une super bonne stratégie de progression aussi d'ailleurs, parce que si votre objectif c'est de progresser en grimpe extérieure, faut passer du temps à l'extérieur, et des fois on n'a pas 4 séances par semaine en exté à faire, donc maximiser le temps qu'on peut y passer par semaine en faisant une seule grosse séance, c'est une stratégie qui marche très très bien, et il faut juste en fait adapter son entraînement pour que ça rentre autour. Mais quand je parle de séances de 2 heures, c'est vraiment des séances d'entraînement avec une idée précise, et là du coup c'est vraiment
ce que j'appelle la pratique intentionnelle. La pratique intentionnelle, c'est vraiment d'avoir un objectif de séance avec quelque chose de très précis. Par exemple, ne pas réajuster les prises. Ne pas réajuster les prises, c'est de la pratique intentionnelle. Et vous dites, ok, je fais une séance de volume, mon objectif annexe, c'est ne pas réajuster les prises. Et vraiment, vous focalisez là-dessus pendant vos 2 heures d'entraînement. Et je peux vous assurer que si vous faites ça de semaine en semaine, de mois en mois, etc., en changeant les objectifs de semaine en semaine, hein, bien sûr, faut pas se dire ok, je reste focalisé à 100% sur ne pas réajuster les prises pendant 3 mois parce que sinon juste votre cerveau il va exploser en fait si vous pensez tout le temps à ça. Il y a tellement d'autres choses à penser, la respiration, le rythme, le flow, etc. Mais vraiment, si vous faites de la pratique intentionnelle, vous allez progresser 2 fois plus vite que quelqu'un qui n'en fait pas. J'en suis convaincu, et moi de toute façon je le vois avec les personnes que je coach, aussi via les retours vidéo. Le fait de se filmer, mine de rien, le fait de se filmer, c'est aussi une forme de pratique intentionnelle où on a envie que ça rentre bien en vidéo et du coup on se concentre beaucoup plus. Donc il y a un gros effet placebo aussi de la vidéo qui fait qu'on progresse mieux quand on se filme. Moi j'en suis convaincu. Et du coup voilà. Vraiment là, ce qu'il faut retenir de cette section, la durée idéale d'une séance, c'est 2 heures. Vraiment, je fais un peu une checklist pour réexpliquer un peu tout ça. Mais c'est un temps qui est suffisant pour s'échauffer, pour faire le travail principal de la séance et éventuellement du coup pour faire un peu de pratique intentionnelle. Ensuite, c'est vraiment l'optimisation de la qualité sans tomber dans la fatigue excessive. C'est ça en fait, hein, c'est vraiment le fait de maximiser son état de fraîcheur pendant la séance. Et du coup, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fonction de l'objectif de la séance, la durée de séance reste plus ou moins similaire. Par contre, le temps de grimpe dans la séance va forcément être différent. Par exemple, pour de la force, il y aura moins de volume de grimpe dans la séance. Donc par exemple, si la séance dure 2 heures, mais vous n'allez pas passer 2 heures sur le mur en train de grimper, pour de la force, ça va peut-être être, je sais pas, vous allez grimper pendant 5 minutes pendant la séance de 2 heures, sur le mur vraiment en train de forcer, mais ces 5 minutes, elles sont hyper productives, et du coup, vous avez besoin de plus de repos entre les séries, ou entre les blocs, voilà, peu importe. Pour l'endurance, en général, on essaye de garder la même durée de séance, mais on fait plus de volume de grimpe, donc typiquement... peut-être que mon exemple de 5 minutes pour 2 heures pour la force c'est un peu extrême, je me rends pas compte, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'en soi on doit pas en être très très loin. Pour l'endurance ça peut être grimper pendant 20 minutes au lieu de 5 minutes, mais du coup l'intensité sera moins élevée et toujours la plupart du temps des séances de 2 heures maximum. Et pour la rési, souvent c'est un équilibre entre volume et intensité où vous allez grimper, je sais pas, par exemple 10 minutes mais à intensité 8/10. Donc je schématise, vraiment, faudrait que je refasse les calculs pour voir si c'est cohérent avec la réalité, mais une séance de force, on va dire, c'est 5 minutes de grimpe à intensité 10/10, l'endurance c'est 20 minutes de grimpe à intensité 6/10, et la rési c'est 10 minutes de grimpe à intensité 8/10. Je dis pas que pour faire une séance de rési, il faut juste grimper 10 minutes à intensité 8/10, mais c'est juste pour que vous ayez des ratios entre une séance de force, d'endurance et de rési. C'est plutôt ça qu'il faut retenir de cette section-là. Et ensuite, du coup, quand arrêter sa séance, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. J'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, alors je sais plus si c'était le podcast sur faire une bonne séance d'entraînement ou l'échauffement, etc. Mais vraiment, il faut savoir du coup respecter son objectif de séance, mais aussi l'adapter en fonction de sa fatigue. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire du volume pendant 2 heures, mais qu'au bout d'1 heure vous êtes déjà super fatigué, mieux vaut arrêter sa séance au bout d'1 heure et entamer le processus de récupération plutôt que de forcer 1 heure de plus et que ce soit pas du tout productif et que ça se transforme en junk volume. Vous avez compris l'idée. Ensuite, le dernier point du podcast, c'est vraiment le surentraînement et du coup les signaux d'alerte, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles stagnent parce qu'elles sont en surentraînement, mais la réalité, c'est vraiment que le surentraînement, ça touche que... pas que, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais ça touche que les athlètes de très haut niveau, on va dire, hein, ou alors les personnes qui aspirent à devenir athlètes de haut niveau, qui s'entraînent vraiment 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, des fois 2 séances par jour, etc. Donc vraiment, le vrai surentraînement, c'est vraiment une... Je sais pas si c'est vraiment considéré comme une maladie, mais c'est vraiment une pathologie en tout cas, où vraiment il y a des symptômes qui sont très clairs. Du coup, je vais faire une petite liste des symptômes. C'est vraiment du coup une baisse des performances malgré l'effort, c'est-à-dire que vous vous entraînez à fond, vous faites tout pour progresser, mais vous progressez pas, voire même vous régressez, vous vous blessez, etc. Vous avez des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la fatigue chronique. Voilà, là souvent si vous avez le combo des deux, vous avez du mal à dormir et vous progressez pas malgré tous vos efforts, il y a de grandes chances que vous soyez en surentraînement. Et du coup, ça va être des douleurs inhabituelles et une récupération entre les séances qui va être plus longue. Donc vraiment, voilà, si vous avez des petites blessures, des petites inflammations, que vous progressez pas malgré vos efforts, etc., vous êtes potentiellement du coup en surentraînement. Alors quand je dis que ça touche que les athlètes, en fait ça dépend. C'est-à-dire que si vous grimpez déjà 4 séances par semaine pendant 5 heures et qu'en plus par-dessus vous rajoutez du renfort, etc., en fait ça se trouve vous êtes aussi dans une forme de surentraînement, ou en tout cas on différencie souvent le surentraînement et ce qu'on appelle l'overreaching.
L'overreaching, c'est juste un surentraînement qui est passager. Donc voilà, il y a vraiment une limite qui est très fine, mais vraiment retenez cette chose-là, c'est qu'en fait souvent si vous progressez pas, c'est pas que vous êtes en surentraînement, c'est juste que vous faites trop de junk volume et qu'en fait ça vous fatigue trop et vous n'êtes pas au point de creuser la fatigue jusqu'au point du surentraînement, mais c'est juste que vous optimisez pas assez bien votre temps de pratique ou que vous passez trop de temps à pratiquer sur des choses qui vous font pas progresser tout simplement. Comment éviter le surentraînement? C'est facile à dire, c'est très dur à faire. C'est vraiment d'intégrer des phases de récupération. Donc vraiment la semaine de deload pour moi c'est quelque chose où vraiment même les athlètes de haut niveau ont tout intérêt à l'intégrer. Ensuite il faut vraiment surveiller les signes de surmenage. Donc déjà si on regarde sa charge d'entraînement et que en plus on fait une petite checklist tous les jours de est-ce que je dors bien, est-ce que je mange bien, etc. En fait souvent le surmenage on le voit arriver. Et aussi après ça c'est pas que pour les athlètes de haut niveau, hein, bien sûr c'est pour tout le monde, mais c'est adopter une alimentation et un sommeil adapté. Vraiment si votre sommeil et votre alimentation ne sont pas adaptés à votre pratique, vous allez juste beaucoup moins progresser que si c'était le cas, et du coup ça peut être hyper frustrant de tout mettre en place pour progresser mais de pas avoir ce petit suivi de nutrition ou de pas avoir ce petit suivi du sommeil qui va faire que vous allez vraiment optimiser toute votre progression. Et c'est pour ça que moi j'intègre vraiment ces deux dimensions là aussi dans mes suivis, vraiment le suivi de la nutrition avec voir si vous mangez assez de calories, assez de protéines, assez de fruits et légumes, est-ce que c'est adapté à votre mode de vie par rapport au temps de cuisine, etc. Et aussi par rapport au sommeil, est-ce que vous dormez bien, si jamais c'est pas le cas, les stratégies à mettre en place pour l'optimiser, etc. Donc voilà, si vous avez des questions de toute façon pour les suivis perso, je pense que vous l'avez compris jusqu'à maintenant, il faut vraiment m'envoyer un message sur Instagram, vous m'envoyez go et je vous envoie toutes les informations. Donc vraiment pour faire un petit résumé du podcast, vraiment les idées qu'il faut retenir, c'est que vraiment le junk volume c'est à éviter, c'est vraiment à éviter pour progresser. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué ou alors que ça rentre plus dans votre objectif de séance, mieux vaut arrêter sa séance tout simplement. Ensuite, une autre idée hyper clé du podcast, c'est que vraiment si votre séance de grimpe, donc là je parle vraiment que de la durée de l'escalade, dure plus de 2 heures, souvent c'est que votre séance elle est pas productive. Alors après, il y a toujours des exceptions, etc. On se comprend. Mais vraiment, voilà, analysez votre temps de grimpe et regardez vraiment si ce que vous faites après les 2 heures dans votre séance, c'est productif pour votre progression. 90% des cas, la réponse ce sera non. Et du coup, vraiment, sachez vous arrêter quand vous sentez une fatigue excessive. Donc soit avec une semaine de repos, soit avec une semaine de décharge. Mais vraiment, mieux vaut se reposer que de se blesser et d'être arrêté pendant 6 mois. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ensuite, du coup, vraiment, les choses concrètes à faire après ce podcast, c'est d'essayer de calculer du coup votre volume d'entraînement et aussi de partager l'épisode à vos amis grimpeurs que vous voyez grimper tout le temps 4 ou 5 heures à la salle toutes les semaines, etc. Pour que du coup peut-être ils se rendent compte que s'ils ont des douleurs de partout, aux doigts, aux coudes, aux épaules et qu'ils progressent pas, c'est peut-être pas parce qu'ils ajoutent pas du renfort dans leur pratique, c'est peut-être juste qu'ils en font trop et à un volume trop élevé, à une intensité trop élevée et trop souvent. Et donc du coup peut-être que juste corriger ce facteur-là, ça les fera énormément progresser. Et donc du coup je passe à la partie réponse aux questions. Donc je commence par la question de Maxime. Maxime qui me demande comment font les athlètes de haut niveau pour s'entraîner 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Et là du coup ça revient à la question sur l'individualisation. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous disais que le volume d'entraînement qu'on pouvait supporter en général c'est entre 4000 et 6000. En fait c'est très individuel. Et personnellement, même dans les personnes que j'ai pu coacher au cours de mon expérience de coach, c'était vraiment du simple triple, c'est-à-dire que des personnes très sédentaires qui n'avaient jamais fait de sport après l'âge adulte pouvaient déjà être un peu à saturation avec une charge de 3000 et des athlètes de haut niveau avec une super bonne récup, une super génétique pouvaient encaisser du 12 000, 13 000, 14 000 sur la semaine sans se blesser et en étant toujours dans la productivité. Donc en fait c'est vraiment, pour répondre à ta question Maxime, hyper simplement, c'est de l'individualisation et tout le monde est différent, c'est vraiment tous les facteurs qu'il faut prendre en compte, la génétique, le temps à disposition pour s'entraîner, les facteurs de stress, le travail c'est un stress, la vie de famille c'est un stress, voilà tout ça, c'est pour ça qu'on dit souvent que pour être athlète de haut niveau il faut faire des sacrifices. Souvent on sacrifie sa vie de famille, on sacrifie sa vie de couple, on sacrifie son travail parce que la plupart du temps pour vraiment être performant à haut niveau faut pas avoir de travail à côté. Malheureusement, la plupart des athlètes, surtout en escalade, ont pas assez d'argent des sponsors pour vivre que de ça. Donc la plupart sont obligés de travailler à côté, etc. Et sont dans des situations un peu précaires où justement le surentraînement arrive parce que y a ce conflit un peu trop de charge d'entraînement et trop de stress au travail. Donc voilà, vraiment,
il y a des personnes qui sont faites pour être des machines d'entraînement parce qu'elles ont commencé super jeunes, parce qu'elles ont la bonne génétique pour le sport, parce qu'elles n'ont pas de stress dans leur vie, parce qu'elles font des sacrifices et qu'elles mettent tout en place pour progresser. Et il y a des personnes qui ont un travail, une vie de famille, qui n'ont pas commencé l'escalade à 6 ans. Et moi, c'est souvent à ces personnes-là que je m'adresse dans mes coachings. C'est que ça peut être hyper frustrant de commencer la grimpe assez tard, donc vers la vingtaine ou même à la trentaine, et de se rendre compte qu'il y a des petits jeunes qui progressent 4 fois plus vite et on comprend pas pourquoi. Enfin, inconsciemment on le comprend, mais c'est très frustrant et du coup en fait moi ce que j'essaye de transmettre via les podcasts et mes coachings, c'est qu'en fait n'importe qui peut progresser avec la bonne méthode et du coup n'hésitez pas, si vous êtes un peu dans ce cas-là où vous avez commencé l'escalade un peu tard, donc après la vingtaine ou après la trentaine, et que vous voulez vraiment structurer votre pratique et avoir une méthode pour progresser vraiment systématiquement, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vois comment je peux vous aider concrètement. Ensuite, il y a la question de Lilou qui me demande à partir de quel stade on est en surentraînement et est-ce différent selon chacun. Là, c'est un peu la même idée que la question juste au-dessus sur l'individualisation. C'est que en fait, on va chacun avoir des signes de fatigue différents par rapport au surentraînement et en fait, il faut juste avoir vraiment une sorte de suivi. Donc si tu suis ta charge d'entraînement, si tu suis un peu ton humeur, ton sommeil, comment tu es motivé, etc. En fait, tu vas potentiellement pouvoir identifier les signes qui vont faire que oui ou non tu te dis ok, là je commence un peu à être en surentraînement, peut-être qu'il faut que je réduise un peu ma charge, mais voilà, c'est vraiment très individuel et souvent à partir de quel stade on définit vraiment qu'on est en surentraînement. Pour moi c'est vraiment le stade où on progresse pas, voire même on régresse en s'entraînant. Et ça, c'est vraiment pour moi le red flag, vraiment le truc qui déclenche la sirène d'alarme. C'est vraiment si vous vous entraînez à fond et que vous progressez pas, voire même que vous régressez ou que vous vous blessez en vous entraînant, c'est que vous êtes en fait déjà dans le surentraînement, selon moi. Ensuite, j'ai la question de Sam qui me demande comment je gère le protocole 753 à un bras. Par pure curiosité, je le fais à 2 bras sur 20 mm. Alors, je le conseille aussi à 2 bras sur 20 mm pour la plupart des gens. Pour ceux qui connaissent pas le protocole 753, c'est super simple, c'est un protocole de force qui a été popularisé par Eric Hurst dans son livre Training for Climbing. Et en fait, pour résumer, le 753, ça vient aussi de la méthode de prépa physique EMOM, qui veut dire Every Minute on the Minute, donc chaque minute pendant la minute. Là, ça reviendrait à faire 7 secondes d'effort toutes les minutes. Et souvent, en fait, concrètement, ce protocole-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait 7 secondes de suspension, 53 secondes de récup, 3 fois, à une intensité proche du max, donc on va dire à 90% de force max, en suspension à 2 bras sur 20 mm. Je le conseille à tout le monde, quasiment sur 20 mm à 2 bras, même pour moi, personnellement, à mon niveau de force, on va dire, où je suis pas loin de... Enfin, j'ai fait des suspensions de 5 secondes à lesté à 71 kg, alors que je pèse 65 à peu près sur 20 mm, jusqu'à ce stade-là de force où je rajoutais 65 kg de lest sur 20 mm, je le faisais à 2 bras sur 20 mm. Après, je suis passé sur 14 mm, du coup, pour m'améliorer aussi en plus petite prise. Donc voilà, même schéma, à 2 bras sur 14 mm. Je pense qu'on peut descendre jusqu'à 10 mm en fonction des profils, en fonction du niveau, à 2 bras, bien sûr. Mais après, si tu le fais à 1 bras, je pense qu'il faut juste, du coup, l'adapter, c'est-à-dire, par exemple, faire 7 secondes d'effort à droite, 10 secondes de repos, 7 secondes d'effort à gauche, et ensuite prendre le reste du repos pour que ça fasse 53 secondes avant de refaire le bras droit, et que tu le fasses sur la poutre sur 23 mm à un bras, ou en block lift sur 20 mm, enfin ça peu importe. Voilà, faut juste prendre selon moi une petite récup entre les deux bras, donc vraiment 7 secondes bras droit, 10 secondes de repos, 7 secondes bras gauche. Là, ça fait déjà 17 secondes de repos pour le bras droit, donc tu rajoutes du repos pour être jusqu'à 53 secondes de repos, et après tu refais bras droit, etc. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire ce protocole-là à un bras. Et ensuite, Louis qui me demande, est-ce que tu peux développer sur l'intention dans le volume, ce qui pour moi le différencie du junk volume? Du coup, là, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question, et j'en ai parlé juste avant, c'est vraiment la pratique intentionnelle, c'est vraiment d'avoir un objectif de séance et un petit focus précis dans ta séance. Donc vraiment, si tu te dis, ok, mon objectif de séance, c'est de faire du volume sur la kilter et de me focaliser sur ne pas réajuster les prises, et là t'es dans typiquement une séance de volume hyper productive pour ton objectif. Et si tu respectes ce signal de dès que je suis fatigué j'arrête, ou alors je dépasse pas les 2 heures parce que je m'étais fixé un cap de 2 heures, tu es typiquement sur la bonne voie pour progresser selon moi. Donc merci encore pour votre écoute jusqu'ici. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous m'envoyer les mots-clés sur Instagram, mobilité, test, etc. Ou alors vous m'envoyez tout simplement juste mots-clés et après je vous pose des questions
pour savoir quels sont vos besoins exactement et je vous envoie un peu toutes les routines en fonction. Pour ceux ou celles qui veulent commencer un coaching, vous m'envoyez go sur Instagram, vraiment. Même si on commence pas un coaching, le premier appel il est gratuit. Je suis vraiment là pour vous aider à structurer au mieux votre pratique. Bientôt aussi, je vous l'ai dit en introduction, je vais m'associer avec des collaborateurs. Je vous en reparlerai très vite, mais du coup on va pouvoir commencer à se déléguer un peu entre nous la charge de travail. Donc forcément, je vais pouvoir prendre beaucoup plus de personnes en suivi et j'ai trop hâte parce que là les projets tout s'enchaînent dans le sens positif. Récemment aussi, j'ai sorti mon premier 8A bloc extérieur, donc projet aussi qui se concrétise escaladement parlant. Voilà, c'est vraiment trop cool. En ce moment, je suis dans une dynamique de fou furieux. J'espère que vous aussi. Et si jamais c'est pas le cas, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous aide à retrouver un peu cette dynamique et à prendre du plaisir dans votre pratique. Vraiment, c'est un peu le mot de la fin. Prenez du plaisir dans votre pratique. Faites des séances de social, comme je vous disais, la grimpe libre, c'est hyper important. Faut pas non plus tomber dans le surentraînement dans le sens où, pas au sens strict du terme, mais au sens où vous codifiez toutes vos séances tout le temps, etc. Gardez du fun dans votre pratique, gardez une certaine flexibilité, et c'est vraiment le mot de la fin, et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.